Merci Bruno, bonjour à tous et à toutes. L'innovation est à la mode. En fait, nous en sommes tous aujourd'hui le meilleur exemple. Mais elle est à la mode, en particulier dans la défense, car on sent bien tout ce qu'elle peut apporter à la défense en termes d'efficacité. Alors la question posée, l'innovation peut-elle répondre à elle seule aux défis de l'aéronautique et de l'espace? Eh bien, particulièrement dans le monde de la défense, je répondrai que l'innovation technologique ne peut pas à elle seule répondre aux défis de l'aéronautique et de l'espace. Pourquoi? Parce que l'innovation, et en particulier dans le domaine de la défense, n'est pas seulement technologique. L'innovation entraîne d'autres innovations nécessaires en termes d'organisation, de commandement et en termes opérationnels. L'innovation n'est pas nouvelle. Faisons un peu d'histoire ancienne et récente. Et je commencerai par une histoire très ancienne, en remontant dans l'Antiquité. Je voudrais bien savoir quel est le Romain génial et innovant qui a inventé la tortue. Vous vous rappelez de la tortue? Les Romains qui mettaient leur protection au-dessus d'eux pour former une sorte de toit et éviter d'être assaillis par les projectiles de l'adversaire. Eh bien, c'était innovant et ça suivait d'ailleurs une innovation technique qui était la taille et la forme du bouclier. Alors revenons à une époque plus récente quand même, qui est l'époque des programmes, les programmes au travers desquels j'ai eu des responsabilités. Et je commencerai vers les années 70. Années 70, apparition du missile de combat Magic. Je vous rappelle d'ailleurs, qu'on a souvent oublié, que Magic veut dire missile autoguidé d'interception et de combat. Où était l'innovation technique? Ce missile, dans sa conception, avait des canards et il était donc très manœuvrant. Un vrai missile de combat, contrairement aux missiles dits de combat de l'époque, les Sidewinder, IM-9A et 9B, qui étaient très mauvais. En termes opérationnels, ça a tout remis en cause. On a dû refaire les méthodes de combat, en inventant d'ailleurs, je n'irai pas dans le détail, mais ce qu'on appelait à l'époque le dépointage, qui permettait de rentrer dans le domaine de l'adversaire. On a aussi construit en France le premier simulateur de combat, qui était au Cellar à Rennes, et nous étions avec les Américains les seuls au monde à avoir à l'époque des simulateurs de combat, qui nous ont permis de comprendre ces transformations et donc cette innovation opérationnelle nécessaire avec l'arrivée de ce missile. À savoir qu'au même moment, les Russes ont été encore plus innovants, puisqu'ils ont mis au point les R-73 et R-74, qui avaient le thrust vectoring, et qui, de ce fait, étaient encore plus manœuvrants. Ils sont d'ailleurs toujours pour le combat à courte distance, qui n'est plus d'actualité maintenant, mais ils sont toujours encore aussi efficaces. Et ils ont inventé au même moment le viseur de casque qu'ils ont réalisé bien avant les Occidentaux sur leurs avions de combat. Passons aux années 80. Années 80, arrivée du Mirage 2000. Où est l'innovation? L'innovation, elle est dans la révolution des commandes de vol avec les commandes de vol électriques, ce qui fait qu'on arrivait à piloter un avion proche de l'instabilité et par conséquent très manœuvrant. Et puis, autre innovation, c'était le premier système d'armes numériques RR. Il avait un prédécesseur dans l'air-sol qui était celui de l'avion de la marine, là, Pardon? Du super étendard, pas de l'étendard, mais du super étendard qui avait un système numérique air-sol. Bien. Ça aussi, c'était encore une innovation qui entraînait des innovations opérationnelles. Passons aux années 90 et 2000, arrivée du Rafale. Le Rafale, dans le domaine des commandes de vol électriques, en fait, c'était pas vraiment une innovation, c'était une prolongation dans le domaine numérique des commandes de vol. Son système d'armes avait une innovation particulière, c'est-à-dire qu'il était, du fait des performances exceptionnelles des nouveaux radars à balayage électronique, du fait de la fusion des capteurs
il permettait aux pilotes d'avoir une compréhension complète de la situation aérienne. C'est ce que les anglo-saxons appellent la situation awareness, dont on ne peut plus se passer maintenant, et qui a entraîné d'ailleurs des innovations du commandement, parce que quand vous commandez des avions de combat dans lesquels les pilotes ont eux-mêmes la totalité de la situation aérienne, vous comprenez bien qu'on ne les commande pas de la même façon que dans les versions précédentes. D'ailleurs, au même moment apparaissait la furtivité, mais c'est encore une autre histoire, qui est évidemment une innovation. Alors maintenant, concentrons-nous sur l'histoire de la défense actuelle et future. Et je ne serai pas exhaustif parce qu'il y a beaucoup de domaines à traiter qui font appel à l'innovation. D'abord, en premier lieu, il y a l'arrivée des missiles RR ultra performants en termes de portée et en termes de manœuvrabilité. Ultra performants, on peut citer le Mika français, le R-77 russe, les LR-12, les L-12 et L-15 chinois, et puis encore plus performants avec l'arrivée des missiles RR avec des ramjets. Et donc on peut citer évidemment le Météore européen, signaler d'ailleurs que l'Europe, avec le Météore, est la seule partie du monde en quelque sorte à avoir opérationnellement en usage un missile RR avec ramjet. Mais dans notre dos, les Chinois sont en train de travailler avec un missile qui s'appelle le L-21. Et croyez-moi, celui-là, il sera dangereux. Donc tout ça, ça a entraîné les méthodes de combat dit combat BVR, Beyond Visual Range, dans lequel vous ne voyez pas votre adversaire, vous ne le détectez que grâce à votre radar ou à d'autres éléments comme les contre-mesures, et avec donc des portées très importantes, et est apparu le concept de No Escape Zone, la NES. Donc, elle est plus courte, bien sûr, que le range maxi du missile, mais si l'adversaire ou vous rentrez dans la NES de l'autre, il est impossible, en théorie, d'avoir une manœuvre qui, cinématiquement, vous permette d'éviter le missile. Et pour se battre dans un tel environnement, BVR, ce qui est clé, c'est de garder son énergie. Le niveau énergétique, le niveau de gain ou de perte énergétique est fondamental. High energy. Quand on regarde dans un centre d'entraînement au combat aérien, par exemple à Mont-de-Marsan, dans un centre qu'on appelle le DEMOC, soit dit en passant, on est les seuls avec les Anglais et les Américains à avoir développé ce point, où tous les avions sont suivis en liaison 16. Quand on observe un combat en BVR, c'est parfois incompréhensible. Parce que tout le monde a peur de la NES de l'autre. Donc ils sont tout le temps en train de faire demi-tour et de faire des réengagements pour ne pas risquer d'être détruits stupidement. On voit bien qu'il y a des nécessités évidentes d'innovation tactique. Et vous voyez, encore des progrès techniques, de l'innovation technique qui conduit à une innovation tactique pour survivre, simplement pour survivre, et donc si on survit, être efficace. C'est ce que l'armée de l'air est en train de commencer à travailler avec ce qu'on appelle la SMR, c'est-à-dire la simulation massive en réseau. Ça apporte aussi des questions fondamentales sur l'entraînement avancé, c'est-à-dire entre l'entraînement de base de début et l'arrivée sur l'avion de combat. Bien souvent, on peut faire passer directement, si l'avion de base est suffisamment performant, on peut faire passer directement un pilote de l'avion de base au Rafale. C'est ce qu'on fait en France d'ailleurs, avec le PC-21 et le Rafale. Bon. Mais faire de cette sorte, c'est évidemment extrêmement coûteux. Parce qu'à partir du moment où il faut s'entraîner à des combats qui requièrent des hautes performances, de la haute énergie, comme je l'ai dit, la haute énergie, c'est la clé. Il faut avoir, pour s'entraîner, et ne pas le faire sur un avion combat qui est extrêmement coûteux, donc faire du downloading, c'est-à-dire s'entraîner efficacement moins cher, il faut avoir un avion d'entraînement high energy. Qu'est-ce qui existe actuellement ? Il existe des avions d'entraînement avancés qui sont low cost, mais ils sont aussi low energy. Donc ça ne convient pas. Bon, parlons de l'Alpha Jet qui est un peu ancien, du Hawk anglais, du 346 italien. D'un autre côté,
il y a des avions d'entraînement avancés qui sont high energy. Ils sont high energy, mais ils sont aussi high cost, parce que finalement, ce sont des petits avions de combat. Ça, c'est le T-50 coréen, c'est le T-7A, le tout nouveau, tout beau T-7A américain. On sent bien qu'il y a une innovation indispensable pour essayer de faire un avion qui soit à la fois high energy et low cost. Et comment faire? Eh bien, il y a des idées actuellement qui montrent qu'on pourrait retirer totalement les systèmes de ces avions et donc les alléger complètement, ne pas leur donner une mission secondaire de Light Combat Aircraft et alléger de cette sorte avec un moteur suffisant, il serait high energy, c'est comme un avion de combat. Alors on a retiré le système, que fait-on? Eh bien, on n'a pas oublié qu'on est en entraînement, donc tout le monde parle à tout le monde. Donc on relie les avions bleus et rouges avec un data link qui permet d'avoir les mêmes échanges et les mêmes informations que si on avait un vrai système. J'en viens à la guerre en Ukraine. Alors, à la guerre en Ukraine, il y a beaucoup à dire sur la guerre en Ukraine. Les gens de l'Académie me le savent parce que j'ai fait plusieurs fois des présentations sur ce sujet. Bon, j'ai retenu quelques points qui méritent d'être signalés. D'abord, c'est la démonstration, la guerre en Ukraine, qu'il ne faut jamais être en retard techniquement sur l'adversaire. Vous avez là deux adversaires qui avaient les mêmes avions, plutôt les mêmes familles d'avions, c'est-à-dire les Ukrainiens qui ont des Sukhoi 27 et des MiG-29 de base, c'est-à-dire les vieux modèles, et puis en face, les Russes qui ont tous les avions évolués dans cette famille, Sukhoi 27 SM, Sukhoi 30 SM, Sukhoi 34, Sukhoi 35. Rendez-vous compte, le Sukhoi 35, il a un grand display qui tient toute la taille du cockpit, exactement comme le F-35 américain. Résultat, les Russes, dans leurs avions, ils ont la situation awareness et les Ukrainiens ne l'ont pas. Et donc ça a commencé très mal pour les Ukrainiens en termes de combat aérien dans la première semaine de la guerre, puisqu'ils ont eu énormément de pertes dans ces conditions-là, ce qui les a amenés d'ailleurs à arrêter complètement leurs opérations aériennes au mois de mars, c'est-à-dire le mois suivant le déclenchement de la guerre, et complètement arrêter leurs opérations aériennes, ne gardant leurs avions pour des opérations ponctuelles ou prestigieuses. Par ailleurs, il y a un emploi massif des missiles de croisière, comme tout le monde a pu le voir malheureusement, massif des missiles hypersoniques et des drones de toutes les tailles. Quelques commentaires sur les missiles hypersoniques, c'est-à-dire le fameux KH-47M2 Kinzhal, tiré par les MiG-31K, que Poutine annonce comme étant la Russie est le premier pays qui a développé un armement hypersonique. C'est du flanc, comme d'habitude avec Poutine. En fait, certes, il va très vite, hein, puisqu'il croise entre Mach 4 et Mach 9, mais il n'est pas du tout manœuvrant comme devrait l'être un missile hypersonique, et par conséquent, c'est simplement un missile balistique tiré à partir d'un avion. Et deuxième conséquence de l'emploi de ce type de missile ou des missiles de croisière anciens, hein, comme les calibres, la précision est déficiente. Ils n'ont pas de scene matching, la précision est déficiente, quel que soit le système de navigation utilisé. Et donc les dégâts collatéraux sont dramatiques, mais ça vous le savez malheureusement. Face à tout ça, il faut avoir une défense aérienne et anti-aérienne, donc défense aérienne des avions, qu'on n'a pas, que les Ukrainiens n'ont pas, non plus, et anti-aérienne en béton. C'est pourquoi la première réaction des occidentaux a été de fournir des systèmes de défense aérienne. C'est ce qui a été fourni le plus rapidement, c'était le plus urgent. Avec une certaine efficacité, tout le monde en a fourni. La France a fourni plusieurs matériels que vous connaissez, les Anglais, les Américains, les Allemands. Résultat, tout d'un coup, l'Ukraine a eu une défense anti-aérienne, donc solaire, qui était efficace. Alors, il faut être prudent sur les chiffres parce que ça dépend des zones, mais qui était efficace jusqu'à 80%. Pour un ancien commandant de la défense aérienne en France, je vous dis que 80%, c'est le rêve. Une défense aérienne anti-aérienne à 80%, c'est le rêve. Et malgré tout, ce n'est pas suffisant, parce que les 20% qui passent font évidemment des dégâts absolument dramatiques. Un quatrième point à signaler,
qui est particulièrement adapté à ce forum. Quand on est faible, on innove. Démonstration par les Ukrainiens. Ça a commencé avec les armements occidentaux montés sur les avions russes. Tout le monde pensait que ce n'était pas faisable, que l'intégration n'était pas possible, que ça prendrait des années. Eh bien non, à coup d'innovation, aidé évidemment par les Occidentaux qui connaissaient bien les armements qui étaient fournis, eh bien ils ont réussi très rapidement. Ça a commencé avec le missile HARM, qui est un anti-radar très très utile contre évidemment les solaires russes sur le MiG-29. Le Scalp français ou le Storm Shadow anglais, c'est la même chose sur les Sukhoi 24 et les bombes guidées planantes sur les bombes guidées planantes américaines sur les Sukhoi 27 et MiG-29. De ce fait, on a vu de la part des Ukrainiens, deuxième point donc de l'innovation, parce qu'ils sont faibles, une débauche d'innovation sur les drones, et en particulier sur les drones peu coûteux. Bon, tout le monde a pu voir, parce qu'ils en font beaucoup de publicité, évidemment, c'est aussi une guerre médiatique. Tout le monde a pu voir ces drones peu coûteux qui larguent des armements et détruisent, ou s'ils ne détruisent pas, rendent hors de combat des blindés russes. En fait, cette guerre, c'est la promotion des drones de toute taille. Donc là, il y a vraiment un avenir, et que c'est un avenir dans lequel l'innovation est particulièrement ouverte, dirais-je. Bien, sortons de la guerre en Ukraine et venons à ce qui nous intéresse pour le futur, pour nos armées, et un point très important qui sera évidemment abordé dans la prochaine table ronde, donc je ne vais pas m'étendre en détail dessus, c'est le combat collaboratif. Le combat collaboratif, sans exagérer, c'est une capacité clé pour l'avenir, non seulement pour nos forces aériennes, mais pour la défense en général. Ça consiste de façon courte, ça sera plus détaillé, je pense, dans la table ronde. Au lieu de faire des opérations coopératives, c'est-à-dire on a plusieurs avions, plusieurs moyens aériens qui tendent vers une même mission, commandée par un commandeur qui a été désigné, on passe en collaboratif, c'est-à-dire que là, tous ces moyens, ils fournissent en quelque sorte les moyens qu'ils ont eux-mêmes, les détections radar, les armements, les communications, pour faire en quelque sorte une sorte de grand système d'armes qui va être, vous le sentez bien évidemment, qui va être beaucoup plus efficace. Bon, vous imaginez la complication technique derrière et aussi la complication en termes d'innovation opérationnelle. Pourquoi? Parce que cette innovation technique, elle va amener des difficultés pour lesquelles il faudra répondre en innovation opérationnelle. Je ne vous donne qu'un seul exemple. À partir du moment où vous êtes dans une situation opérationnelle où des troupes au sol vous demandent votre aide et où le combat coopératif permet de réunir tout un tas de moyens différents, avions, hélicoptères, de partager leurs informations, bref, d'être très efficace, il faut que ça soit commandé par quelqu'un. Et il va donc y avoir un commandeur d'opportunité opérationnelle sur le champ. Il va donc agir en dérogation au commandement général, ce qui fait que ça peut être en revanche au détriment de la conduite de l'opération générale. Donc on sent bien qu'il y a une difficulté, il va falloir faire de l'innovation de commandement et de l'innovation opérationnelle. Voilà, je terminerai pour finir avec quelques considérations. Évidemment, si on croit à l'innovation, et donc après à la recherche et au développement, etc., il faut qu'on trouve une bonne balance entre les budgets équipement et les budgets d'innovation. Ou encore les budgets quantité face au budget sophistication. Ce n'est pas facile de trouver un bon équilibre. Malheureusement, comme on peut le constater, on a trop souvent tendance, les décideurs ont trop souvent tendance à choisir l'équipement immédiat et donc à faire comme variable d'ajustement ou diminuer la recherche et l'innovation. Il ne faut quand même pas trop les critiquer parce que ce n'est pas facile. Parce que quand vous voyez ce qui s'est passé par exemple en Ukraine, effectivement, il manquait de développement moderne sur leurs avions, comme je l'ai signalé, mais il manquait aussi cruellement de moyens.
de nombre, et donc il leur aurait fallu aussi l'équipement. Donc la balance n'est pas facile. Deuxième point, il doit y avoir, vous l'avez bien senti au travers de mon exposé, des contacts très étroits entre le concepteur, celui qui fait l'innovation technique, et l'opérationnel, celui qui utilise cette utilisation technique pour développer, parfois parce qu'il est obligé, de l'innovation opérationnelle. Les contacts doivent être très étroits. Troisième point, il faut faire attention à ne pas focuser uniquement sur la guerre Ukraine-Russie. Évidemment, elle nous montre qu'en fait, on avait déjà été en retard. C'est-à-dire qu'on n'avait pas suffisamment préparé le combat de haute intensité parce qu'on était pris par les opérations extérieures et par d'autres types d'opérations pour lesquelles on avait d'ailleurs été efficace, mais on ne pensait pas suffisamment à la guerre de haute intensité. En fait, quand je dis « on », c'est faux pour les militaires, en tout cas ceux que j'ai connus dans l'armée de l'air, qui sentaient bien venir que ça allait finir par se produire et qui n'arrêtaient pas de dire « il va falloir se mettre en condition en termes industriels, en termes d'équipement, en termes opérationnels, pour faire face à une guerre de haute intensité ». Eh bien, il ne faut pas risquer de faire le contraire maintenant. C'est-à-dire on est face à une guerre de haute intensité qui demande un certain nombre de moyens, de procédures opérationnelles, de tactiques, de stratégies. D'accord, mais la prochaine guerre, elle sera peut-être différente. Les militaires disent très souvent, on n'était pas très bon dans telle ou telle guerre parce qu'on avait préparé la guerre précédente. Voilà, je terminerai en disant que la réalité, malheureusement, qui est dramatique, nous a mis face au fait que nous sommes à un moment clé de l'histoire de la défense. Moment clé de l'histoire de la défense. Et que l'innovation en est un enjeu majeur. Merci de votre attention.